Bienvenue dans le train du crime qui va nous conduire aujourd'hui à Lyon. On est le 7 juillet 1961 et comme d'habitude, Madame Bessard entre dans son magasin, une boucherie, à 15h10. Sa fille, la petite Dominique, n'est plus là. L'apprenti boucher, Jean-Marie Deveau, explique qu'elle vient de sortir. Il fait très beau, la chaleur est suffocante. En ce temps-là, les gosses jouaient encore dans les rues. Les rues étaient encore fréquentables. On pouvait jouer au ballon sans risquer de prendre une balle perdue. Au bout d'un moment, la maman inquiète cherche sa fille dans le quartier. Elle ne la voit pas, elle ne la trouve pas. Alors elle va sonner chez Madame Olivier, qui est une gentille voisine, une de ces voisines comme on en faisait autrefois, prête à raconter tous les racontards et à rendre tous les services. La voisine, dont la fille est une camarade de jeu de Dominique, lui indique que la petite est restée une vingtaine de minutes à peu près chez elle, puis qu'elle est repartie avec son sac en plastique rouge dont elle est très fière, un cadeau que son papa lui a offert pour sa fête. Elle est alors retournée au magasin, puis s'en est allée acheter des bonbons. Chez le confiseur, c'était encore l'époque où les enfants mangeaient des bonbons. À 15h15, elle frappe à la porte de Madame Branchu. Retenez les noms, Madame Branchu, une sorte de grand-mère pour tous les enfants du quartier. Et depuis, plus de nouvelles. Plus aucune nouvelle. À ce moment-là, alors que la maman recherche sa fille, furetant dans la cave, Madame Canard, une voisine, heurte quelque chose dans la cave. La seule lumière qui éclaire la cave, c'est une lumière lugubre qui passe par un soupirail. Elle se demande ce que c'est que cette chose qu'elle vient de heurter. Elle se penche, elle regarde de plus près, et là elle découvre avec horreur que c'est à même le sol le corps couché de Dominique, la petite fille. Elle a la tête tournée vers le mur, un bras allongé, la carotide tranchée, elle est éventrée. La voisine hurle et ses cris alertent la mère qui, évidemment, se précipite et découvre le cadavre déchiqueté, abîmé de sa fille. Elles sont toutes les deux dans la cave, la mère, la voisine, à regarder, pétrifiée, le cadavre. Vous noterez, c'est un élément de l'enquête, donc notez-le, que l'apprenti boucher qui travaille au-dessus, qui a dû entendre les cris, n'est pas descendu à la cave. Une enfant de 7 ans a été assassinée. Les enquêteurs ne disposent d'aucun élément, d'aucun témoignage, rien. L'enquête vraiment est très difficile. À la morgue, dans cette terrible chaleur du mois de juillet, telle que Lyon la connaît, chaleur étouffante, les médecins légistes essayent de faire, comme ils disent, parler le cadavre. Ils constatent que la malheureuse enfant a d'abord été égorgée, puis éventrée. Y a-t-il des violences sexuelles? Ça serait
au moins la découverte d'un mobile. Non, il n'y a aucune violence sexuelle. C'est donc un crime insolite, apparemment sans mobile, qui s'accomplit dans le crime lui-même, le mobile du crime devenant le crime. Ce qui rend la recherche du coupable d'autant plus difficile qu'il n'y a pas la recherche de la trace du mobile. Est-ce que les policiers vont arriver, alors que la pression de l'opinion publique, comme chaque fois, est très pesante, est-ce qu'ils vont arriver à mettre la main sur un coupable que la colère réclame, exige? Ils tournent en rond, les policiers, dans ce cercle sanglant. Ils n'avancent pas, ils traînent. La presse les critique, bien évidemment. L'affaire semble vraiment sans issue. Lorsque arrive un événement imprévisible, incroyable, un événement comme aucun enquêteur ne peut en rêver quand son enquête est dans une impasse. Un événement énigmatique intervient, tombé du ciel, des rebondissements imprévisibles. Jean-Marie, l'apprenti boucher, qui est toujours silencieux et timide, qui ne regarde jamais personne en face, est retrouvé inanimé sur le palier de la cave, victime, dit-il, d'une agression. L'assassin du souterrain aurait donc encore sévi. Très vite, en quelques minutes d'interrogatoire, cependant, il reconnaît, tenez-vous bien, il reconnaît avoir inventé l'agression. Mais pourquoi? Pour quelle raison cette invention farfelue? Parce que il voulait éviter que les soupçons se portent sur lui. Tout de suite, et on peut le comprendre, il devient pour les policiers le principal suspect. Trop heureux d'avoir une proie, il néglige les policiers complètement la psychologie de l'adolescent, qui est connu, répertorié pour être un mythomane avéré, un mythomane complet, un raconteur d'histoires à dormir debout, un inventeur de bobards, l'affabulateur type, quoi. Il explique encore une fois qu'il avait peur d'être accusé et qu'il a inventé cette attaque pour se mettre à l'abri de tous les soupçons. L'aubaine est trop belle. Est-ce que les policiers vont faire preuve à ce moment-là de prudence? Est-ce qu'ils vont tenir compte de la psychologie du personnage? Non. Non. Ce n'est pas tous les jours que dans une enquête qui s'enlise, un volontaire se désigne comme le coupable. Placé sous la loupe déformante de la suspicion, tout va l'accuser. Pourtant, il nie, il pleure, il se défend jusqu'au moment où, attention, attention, là il y a des questions à se poser à partir de maintenant, jusqu'au moment où le commissaire a une idée de génie, une idée de commissaire, d'alors, qui vient comme ça, paraît-il, par hasard, paraît-il. Je ne crois pas au hasard, et je ne crois pas non plus au comme ça. Il menace le suspect de lui faire une piqûre de sérum de vérité. Bien sûr que la chose n'existe pas. Bien évidemment, c'est une piqûre imaginaire.
Alors comment cette idée a-t-elle pu venir dans la tête de l'inspecteur, sinon parce qu'il se rend compte déjà qu'il a affaire à un personnage fragile, facile à déstabiliser. Mais, coup de peau, sans le savoir, il vient d'appuyer sur le mécanisme d'une peur panique qu'il ignorait, mais dont Jean-Marie Deveau était la victime. Deveau est atteint de blénophobie. Vous ne savez pas ce que c'est la blénophobie? Ah! Le commissaire sans doute l'ignorait lui aussi. Il devait simplement peut-être savoir, se douter, le lui a-t-on dit? L'a-t-il deviné? A-t-il eu simplement du pot? Cela veut dire que Deveau a une peur panique des seringues. Plus tard, tous les experts confirmeront ce point. Il ne fera aucun doute que le jeune homme est terrorisé à l'idée de recevoir une piqûre. Il s'affole, perd ses moyens, pour ne pas subir ce qu'il considère comme une torture, il fait des aveux. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si ces aveux sont exacts. Est-ce que les aveux que passe Jean-Marie Deveau, le bélénophobe, correspondent à la réalité criminelle? Il fait des aveux, certes, mais des aveux inexacts. Il prétend avoir d'abord frappé au ventre, puis ensuite à la gorge, ce qui est faux, l'ordre des coups étant tout à fait le contraire. C'est clair. En revanche, il confesse s'y être repris à 2 fois pour couper le cou et il décrit le corps dans sa position exacte. Comment est-ce possible qu'il dise faux sur un point et vrai sur un autre? Le commissaire et le juge négligent complètement le fait qu'on évoque devant lui l'affaire depuis des mois et qu'il a parfaitement pu, avec sa mémoire de mythomane, des détails connus, les seuls qui étaient ignorés, concernant l'ordre des coups. Or, c'est sur ce point qu'il se trompe. Va-t-il continuer à avouer? Va-t-il y avoir une consistance, une persistance dans les aveux? À la fin de son interrogatoire, au moment de signer, il nie. Il revient sur ses aveux, mais menacé de nouveau de subir la piqûre, toujours atteint de sa bélénophobie, il réitère sa confession. Plutôt que de recevoir une piqûre, il préfère avouer. Et il va ajouter: « Est-ce que je sors bien ce soir ?» Pauvre fou, dont on saura qu'il est âgé de 8 ans d'âge mental dans sa tête. Et quel est le mobile? À la place des enquêteurs et du juge, vous ne chercheriez pas, vous, à savoir le mobile? Il n'y en a pas pour l'instant, mais cela importe peu. Vous savez, quand la justice a besoin d'un coupable et qu'elle le trouve, tout ce qui peut contribuer à conforter l'idée qu'il est coupable va être rassemblé. Trop rares sont les coupables de substitution qui redressent une enquête tordue pour qu'on aille s'en passer. Aucun chasseur jamais ne libère la bête qui se jette dans le piège. En réalité, parmi les enquêteurs, personne n'est content. Et tout le monde espère que le procès en cour d'assises permettra d'y voir clair.
Sauf qu'on est, je vous le rappelle quand même parce que ça vaut la peine d'être rappelé, en 1961. Et les mœurs judiciaires de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui. Jean-Marie Deveau, à la loterie judiciaire, va tomber sur le pire de tous les présidents. Retrouvez la suite de ce podcast demain sur cette chaîne à partir de 12h30. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications.